obtenu son diplôme en médecine de l'Université McGill en 1982. Il a ensuite effectué un internat à l'hôpital Wellesley de Toronto, sa résidence en chirurgie générale à Ottawa, suivi d'un stage de 2 ans en transplantation au University Hospital à London, en Ontario. De retour à Ottawa en 1989, il a établi sa pratique en chirurgie générale et hépatobiliaire à l'hôpital d'Ottawa. Le docteur Mimo a exercé pendant 27 ans, au cours desquels il a participé étroitement au programme de formation des résidents ainsi qu'au programme de formation de premier cycle. Il a aussi travaillé comme évaluateur au sein du programme d'évaluation par les pairs du Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario et comme bénévole en chirurgie et en formation chirurgicale dans divers pays en voie de développement. Le Dr Mimo s'est joint à la CPM en 2017 à titre de médecin conseiller. Je vous laisse la parole. Je dois vous dire dès le début que comme employé de la CPM, j'ai aucun conflit d'intérêt à vous divulguer. Malheureusement, même en carrière, je n'avais jamais eu un vrai conflit d'intérêt. On vous a envoyé un chirurgien aujourd'hui pour parler d'objection de conscience. Et je pensais à ça, c'est un sujet assez complexe, en fait. C'est un sujet où on risque de se promener dans la forêt d'éthique, de moralité, de conscience, qui pourrait être très compliquée. Et je dois vous avouer qu'on va tenter de rester toujours dans le domaine de la loi. Parce que la CPM, ce n'est pas une organisation qui contrôle la loi ou contrôle l'éthique. On est là simplement pour vous expliquer quelles sont les lois et comment est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur des lois et des politiques d'une façon sécuritaire. Les objectifs sont très simples, essentiellement. Qu'est-ce que la loi, dans le contexte de l'aide médicale à mourir, fait pour un médecin qui a une objection de conscience? Maintenant, des sondages auprès des médecins, des bons sondages auprès des médecins sur l'aide médicale à mourir sont quand même assez rares. Le dernier que j'ai trouvé, c'était celui de 2016 du CMA. Et dans ce sondage-là, à peu près 60% des médecins ont indiqué qu'ils ne seraient pas prêts à prodiguer l'aide médicale à mourir. Mais ce groupe-là, quand on leur demandait « Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de référer un patient à un collègue qui fournirait de l'aide médicale à mourir », à peu près 40% avaient un degré d'aise raisonnable pour référer le patient. Si on se tourne vers la population canadienne, on a beaucoup de sondages, en fait. Et la plupart des sondages indiquent un taux de support entre 75 à presque 90% de la population, dépendant où on pose la question, qui supporte l'aide médicale à mourir. Et depuis, dans les derniers 4 ans, presque 4000 patients sont arrivés du service. Donc, du point de vue du public, de la société canadienne, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas une thérapie marginale. Du point de vue de la société, ça semble être une thérapie acceptée, une thérapie standard. Et notre problème, il commence où? Bien, notre problème commence avec la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême, dans la décision Carter, nous a dit qu'on reconnaissait que le patient avait droit d'accès à l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances. Et aussi que les médecins n'étaient pas obligés de fournir de l'aide médicale à mourir s'ils avaient une objection de conscience. Et la loi fédérale nous a dit la même chose. Il nous a donné un petit peu de clarté sur les critères d'éligibilité et les sauvegardes. Mais essentiellement, ils nous ont dit, oui, si vous avez une objection de conscience, on ne peut pas vous forcer à participer dans le processus de l'aide médicale à mourir. Donc, on a créé avec cette loi 2 positions assez distantes. Une avec les droits du patient, qui est le droit de l'autonomie de prise de décision et le droit d'accès à des soins de santé. Et la position du médecin, les droits du médecin d'avoir une objection de conscience. Et le problème, c'est que ça a créé 2 camps qui, chaque camp a des arguments éthiques qui sont fondés assez solidement pour défendre leur position.
Donc, il n'y a pas une position qui est la bonne position et l'autre qui est la mauvaise position. On a deux camps avec des arguments très solides qui supportent leur position. Et le truc, c'est comment est-ce qu'on trouve un terrain d'entente, un juste milieu. Maintenant, si on accorde toute l'importance aux droits du médecin, le problème, c'est que le patient perd le droit d'autonomie. Mais du point de vue de la société, je crois que la chose la plus importante, c'est le droit d'accès aux soins. Encore, c'est un soin que la société voit pas comme une thérapie marginale, mais comme quelque chose d'accepté, quelque chose, en fait, de désiré par la société. Si de l'autre côté, on respecte simplement les droits du patient, d'accès et d'autonomie, à ce moment-là, nous, on est forcé d'abandonner notre conscience. Ça peut avoir un effet négatif sur notre intégrité, ça peut affecter notre image de soi, le joie au travail, burn-out, et possiblement même laisser la profession due au conflit. Encore, pas une bonne solution parce que c'est mauvais pour nous les médecins, mais c'est mauvais aussi pour la société. C'est pas le premier dilemme éthique qu'on a en médecine. On a eu plusieurs conflits. Un des communs, c'est les patients qui veulent un traitement futile, que nous, comme médecins, on voit futile. Et on s'est souvent tourné vers la Cour pour savoir, est-ce que vous pourriez nous donner une solution à ce dilemme éthique? Et la Cour nous dit de façon assez consistante, il n'y a pas de bonne solution à un dilemme éthique, pas de bonne solution légale. La solution, c'est vraiment une solution pratique qui permet aux médecins de pratiquer en étant capable de se conformer à la loi, mais qui satisfait son éthique personnelle. Si on regarde les dossiers de la CPN, est-ce qu'on a des bons exemples, des bons précédents, de la bonne jurisprudence pour nous dire qu'est-ce qui arrive quand on a un médecin qui a une objection de conscience, qui refuse de référer un patient? Et la réponse est, on n'en a pas. Il n'y a aucun cas au Canada qui a été rapporté à la CPN, aucun membre de la CPN qui nous a contactés avec un tel problème. Donc, on n'a pas vraiment une expérience à partager avec vous et dire, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut essayer de regarder à d'autres instances où on a une objection de conscience et voir comment est-ce que la Cour a fait une décision. Et deux situations qui sont un peu semblables, et pas identiques évidemment, mais un peu semblables, c'est le problème d'avortement et de contraception. Et on a des gens ou des médecins avec une objection de conscience envers ces procédures-là. Et quand ces médecins-là ont refusé de référer les patients ou leur donner l'information, en général, ce qui est arrivé, c'est que la Cour a trouvé contre le médecin. Ils ont trouvé contre le médecin parce qu'ils ont dit qu'en refusant de référer le patient ou de leur donner de l'information, on est en train de les empêcher d'avoir accès à un service auquel ils ont droit. Et ça, c'est la décision presque unanime des cours ou des tribunaux. Donc, le juste milieu des tribunaux, c'est pas de dire le médecin, vous n'avez pas des droits, ou le patient, vous avez tous les droits, mais ils se servent du concept de la prépondérance des inconvénients. Donc, quand il y a un conflit d'intérêts, qui est-ce que ça affecte le plus? Et dans la décision de la Cour, ils voient toujours le patient comme étant plus vulnérable, ne pas avoir accès aux services dont ils ont besoin, donc dont ils pensent qu'ils ont besoin. Et la Cour vient à la conclusion, bien, c'est moins inconvénient pour le médecin de compromettre ses valeurs que le patient, parce que le patient n'aura pas accès à ses soins. Malheureusement, la Cour suprême, dans la décision Carter, et la loi fédérale n'ont pas rien mentionné à propos de l'objection de conscience. C'est un silence complet sur le sujet. Et ils ont laissé cette décision-là, ou cette discussion-là, aux provinces et aux collèges. Et
on va se servir de la province de l'Ontario pour voir qu'est-ce que les provinces ont fait pour essayer de trouver le juste milieu. Bien, en Ontario, le collège est clair que quand on a un médecin qui a une objection de conscience, qui n'est pas tenu de fournir l'aide médicale à mourir. Et ils disent aussi que l'aide médicale à mourir, c'est jamais une urgence, donc on ne devrait jamais être dans la situation où on doit le faire parce que c'est une situation urgente. Mais ils disent clairement qu'on doit faire un effective referral. J'ai découvert un nouveau mot français, ça s'appelle un aiguillage formel, qui est le mot pour effective referral. Et le collège, donc ils disent on doit référer le patient. Et le collège va un petit peu plus loin, il dit qu'on n'envisage pas que référer le patient soit considéré comme aidant de fournir ou à fournir de l'aide à mourir. Le ministère de la Santé est allé un petit peu plus loin. Ils ont dit on va organiser un service de coordination des soins, un numéro 1-800. Vous pouvez téléphoner comme médecin, vous donnez le nom du patient et on s'occupe de tout. Et même les patients, s'ils veulent contacter le service directement, vous pouvez contacter le service directement et on va s'occuper de vous. Vous allez avoir l'évaluation pour l'aide médicale à mourir. Si c'est indiqué et vous le voulez, le processus va continuer. Maintenant, ce qui n'a pas changé avec tout ça, c'est que l'Ontario demande toujours qu'on ait le effective referral. Et l'Ontario et la Nouvelle-Écosse sont les deux provinces qui ont cette terminologie-là, qui indique que le médecin doit donner au patient ou doit référer le patient d'une façon efficace à un autre médecin ou à un service tel que celui-ci. Le Christian Medical and Dental Society du Canada ont décidé, on va contester la politique de l'Ontario parce que ça va à l'encontre de nos croyances religieuses et éthiques. Et vous le savez fort probablement, la décision de la Cour est sortie fin janvier à peu près. Et vraiment, la Cour, et c'était la Cour divisionnaire, 3 juges ont donné une décision unanime qui était l'objection du médecin ne peut avoir pour effet de compromettre le droit du patient à des soins et que c'est une limite raisonnable qui est imposée de référer le patient à un autre collègue. Les solutions de rechange proposées par les demandeurs compromettraient l'objectif d'assurer l'accès aux soins dans de nombreuses situations impliquant souvent des membres vulnérables de notre société. Donc, leur conclusion était essentiellement identique à la conclusion qu'on voit dans les autres situations d'objection de conscience, qui est cette idée de prépondérance des inconvénients. Oui, c'est vrai qu'on a des droits comme médecin, et la Cour reconnaît ce droit, mais que l'inconvénient pour le patient, le risque pour le patient, est plus gros que celui du médecin. Mais si, je veux dire, l'avocat du médecin qui compte, on peut tout simplement mentionner que, je veux dire, tuer quelqu'un n'est pas le soin. Oui. Ben, ça revient à ce que je disais au début. Vous croyez que ce n'est pas un soin. La loi reconnaît que c'est un soin et la société reconnaît que c'est un soin. Encore, l'ACPM, on vous dit qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que les politiques disent. Pas qui est la bonne chose et la mauvaise chose, qu'est-ce que la loi nous dit. Si on regarde à travers du Canada, est-ce qu'on voit une situation différente? Bien, il y a beaucoup des provinces, en fait, qui ont un genre de service de coordination des soins. Comme ici au Québec, vous avez le système où vous devez donner la demande, transférer la demande à une autorité, au CIUS, quelque chose comme ça. Mais toutes les provinces, presque, ont un système semblable, où on peut transférer la demande ou demander au patient de faire la demande à un service de coordination des soins. Maintenant, si je vous demandais au Canada, si vous êtes un médecin qui a une objection de conscience, quelle serait la meilleure province, point de vue politique,
pour pratiquer? D'après vous? Aucune, peut-être, mais... Excuse? L'Ontario. L'Alberta? Bien, avant de venir ici aujourd'hui, je suis allé parler avec plusieurs médecins que je savais étaient des objecteurs de conscience. Et je leur ai demandé, d'après vous, la meilleure province, c'est laquelle? Ils m'ont tous dit l'Alberta. Et ils ont dit l'Alberta, pourquoi? Parce que l'Alberta, leur service de coordination des soins, a eu beaucoup de publicité. Que la population en général connaît le service. Le service est est tellement bien connu que la plupart des patients, où il semble qu'une bonne proportion des patients ne vont même pas voir leur médecin, ils vont simplement appeler le service de coordination parce que ça a été tellement bien publié. C'est que j'ai demandé à nos avocats, j'ai dit, bon, correct, si moi j'étais un médecin en Alberta, et si je décidais, non, je ne veux pas donner de l'aide médicale à mourir et je ne veux pas référer un patient, puis je ne veux pas lui donner le numéro de téléphone du service de coordination. Il y a beaucoup de publicité, il devrait savoir que ça existe. Qu'est-ce qui se passerait? L'avocat m'a dit, bien, tu devrais aller lire la politique du collège pour savoir quoi faire. Et essentiellement, la politique du collège en Alberta nous dit que le médecin doit s'assurer que les coordonnées du service de coordination soient fournies aux patients. Et qu'un médecin qui a une objection de conscience doit s'assurer que le patient a accès au service de coordination. Donc, interprété par nos avocats, ça veut dire que oui, s'il y avait un problème et un patient nous demandait je veux de l'aide à mourir, qu'est-ce que je dois faire? Et on ne leur donnait pas l'information pour avoir accès au service, que la politique du collège, fort probablement, finirait avec une discipline pour le médecin. Maintenant, est-ce que c'est arrivé? Non, c'est arrivé nulle part au Canada. Comme je vous ai dit, on n'a aucun précédent, aucun cas pour dire oui, c'est comme ça que les collèges vont faire leurs décisions. Mais les politiques semblent être très claires. Il n'y a pas beaucoup de gris. Les provinces varient un peu dans le wording, mais essentiellement, ils disent toutes la même chose. Récemment, dans le CMAJ Online, Dr. Kelsall avait un article sur l'objection de conscience. Et il y a un paragraphe que j'ai ressorti. Elle dit « Certaines provinces ont pris des dispositions strictes en matière d'objection de conscience. La politique du collège en Colombie-Britannique maintient les mêmes principes de professionnalisme que les collèges de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, mais ajoute explicitement que les médecins ne sont pas tenus de faire un aiguillage officiel au nom du patient. » J'ai téléphoné mon avocat favori à l'ACPM. J'ai dit, en Colombie-Britannique, ils ne sont pas obligés, ça dit très clairement. Il m'a dit encore une fois, va lire la politique, pas juste une ligne. Et en fait, cette ligne-là est dans la politique. Mais la politique aussi dit très clairement, les médecins qui s'opposent en fonction de leurs valeurs et de leurs croyances sont tenus de fournir un transfert efficace des soins en informant les patients que d'autres médecins, blablabla. Et dans tous les cas, les médecins doivent pratiquer dans les limites du système juridique. Donc, la conclusion de l'avocat, c'était non. La politique essentiellement est la même. Où les provinces diffèrent, en Ontario, on demande cet aiguillage, cet effective referral. Il faut référer le patient. Dans les autres provinces, plusieurs des provinces, on doit donner l'information aux patients qui leur permet accès au service de coordination. Mais le parfum de tous les politiques est exactement identique. C'est qu'on ne doit pas, on doit donner l'information aux patients qui va leur permettre d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Essentiellement, toutes les politiques nous disent on n'a pas le droit de simplement pas le mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme médecin si on a une objection de conscience pour réduire notre risque dans le contexte de politique et de loi comme ils existent aujourd'hui?
À la CPM, ce que nos avocats recommandent, c'est d'abord que vos patients soient bien informés, que les patients savent que vous avez une objection de conscience et que vous n'offrirez pas l'aide médicale à mourir. La deuxième chose, c'est de ne pas porter jugement ou imposer vos croyances. Ce qui n'est pas la même chose que de ne pas donner votre opinion médicale. Ça, ce n'est pas un jugement, ça, c'est de la bonne médecine. Mais de ne pas imposer votre jugement et de ne pas abandonner votre patient. Maintenant, ces trois critères-là, vous allez me dire, ben, c'est wishy-washy. Mais vraiment, si on se recule un petit peu et on regarde la situation médico-légale entière et la littérature, on voit que le facteur de risque le plus important pour une plainte ou une action en justice, c'est quoi? Une mauvaise communication. C'est la relation médecin-patient qui est bien souvent basée sur notre style de communication. Mais la relation médecin-patient, c'est la chose la plus importante. Si vous avez une bonne relation médecin-patient, je crois que tous ces critères-là vont déjà être là. La probabilité d'avoir une plainte ou d'action en justice parce que vous avez une objection de conscience doit être très petite, je crois. C'est la plainte peut venir de la famille? Oui, la plainte peut venir de n'importe où. Ça n'a rien à voir avec la relation médecin-patient? Des fois, c'est vrai, des fois. Des fois, c'est une famille que vous n'avez jamais vue, jamais connue. Non, absolument. Mais, il faut que vous vous souvenez qu'on a 0 de cas. 0. Dans le contexte d'aide médicale à mourir. Donc, ça fait 4 ans, 4000 patients commencent à avoir déjà un volume raisonnable. Je crois que la plupart des objecteurs de conscience ont probablement une bonne relation avec leurs patients. C'est pas la plupart des médecins, c'est probablement de très bons médecins qui ont des fortes convictions, mais qui ont une bonne relation avec leurs patients. Donc, la probabilité d'un problème, je crois, est très petite. Jusqu'à date, c'est un peu théorique. Mais la recommandation finale, la plus importante, c'est de respecter la loi. Et il faut reconnaître que les lois ici, ce ne sont pas des lois grises. Les politiques du collège sont très, très claires. Donc, essayer de trouver une façon d'éviter le trouble avec l'objection de conscience, en ayant une bonne relation avec votre patient, il y a une très bonne chance que vous n'aurez jamais besoin de vous exposer au risque de la loi. Maintenant, si vous dites, sais-tu, moi, il faut que je me couche chaque soir avec ma conscience et j'ai aucune intention d'écouter la politique du collège, puis je ne le fais pas. Et vous refusez de référer un patient ou ici au Québec, vous refusez d'envoyer la demande à l'autorité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'ACPM va vous aider? Bien, l'ACPM, comme vous le savez, c'est une mutuelle de défense. L'assistance de l'ACPM est toujours discrétionnaire. Que vous ayez coupé la mauvaise jambe ou que ce soit l'aide médicale à mourir et l'objection de conscience, toujours, l'assistance de l'ACPM a été discrétionnaire. En général, on essaye, comme association, de toujours être là pour le médecin, donc c'est très rare qu'on n'aidera pas le médecin. Ce qui est important ici, par exemple, il faut réaliser que si vous avez une objection de conscience et la loi ou la politique est extrêmement claire, qu'il n'y a pas grand-chose que les avocats peuvent faire pour vous défendre. On peut s'assurer que la procédure, le due process est bien fait, mais qu'il n'y a pas vraiment une bonne défense s'il y a une loi qui est très, très claire. Donc, comme vous disiez, si vous avez des croyances, si vous ne croyez pas que c'est une thérapie acceptable, ce n'est pas une défense dans le contexte d'une politique ou d'une loi qui est très bien écrite, très claire, où il n'y a vraiment pas de gris.